Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve une fois de plus pour un autre preview 2021-22 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Islanders de New York. Les Islanders de New York c'est une organisation qui, menée par le DG Lou Lamoriello, qui a gagné d'ailleurs le trophée de DG de l'année, on a une vieille mentalité du côté des Islanders de New York, puis ça paraît beaucoup au travers de nos joueurs et de l'âge, de l'expérience des joueurs. Quand vous regardez cette organisation-là, comparativement aux Islanders, pas aux Islanders, mais comparativement aux Devils de New Jersey, que j'ai fait le preview juste avant les Islanders, au niveau des Devils de New Jersey, ton joueur qui avait le plus d'expérience, c'était Tomas Tatar à 30 ans. Au niveau de tes attaquants, presque tout le monde, c'est pas la totalité, mais presque la totalité des joueurs avaient aux alentours de 25 ans et moins. Fait qu'il y avait vraiment pas beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup d'expérience. Du côté des Islanders de New York, la réalité est vraiment différente. On a entre autres signé Zach Parise qui est âgé de 37 ans. On a signé Zdeno Chara qui est âgé de 44 ans. On a aussi Andy Green qui joue déjà avec les Islanders, 38 ans. On a plusieurs joueurs qui sont des joueurs d'expérience avancée, ce qui fait que ça laisse peut-être un peu moins de place pour les jeunes. Si vous êtes un jeune et que vous avez été repêché par les Islanders de New York, vous allez gruger votre frein pendant une couple d'années, à part des situations exceptionnelles comme Barzal, c'est quand même assez rare qu'on fait rentrer très jeune un joueur dans l'organisation des Islanders. On a encore cette mentalité-là que le gars doit forger son caractère professionnel, passer des années soit en Europe ou sinon dans la Ligue américaine avant de faire le grand saut dans la LNH. Fait que, bref, c'est une organisation qui prend son temps au niveau du développement. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou non? C'est le temps qui va nous le dire. Mais c'est difficile pour un jeune d'être capable de percer cet alignement-là. L'organisation en soi n'est pas une organisation qui est des plus performantes au niveau de la saison régulière, mais c'est une équipe qu'on dit comme étant construite pour les séries. Puis ils en ont fait la preuve parce que pour la deuxième année d'affilée, les Islanders de New York se sont rendus en demi-finale de la Coupe Stanley. Puis c'est l'organisation qui a donné le plus de fil à retordre au Lightning de Tampa Bay. Parce que franchement, amener le Lightning en 7, il n'y a aucune autre équipe pendant les séries qui a fait ça cette année. Donc bref, les Islanders de New York est peut-être la seule équipe qui était capable de challenger les Lightning de Tampa Bay cette année en séries éliminatoires. C'est ce qui démontre que c'est une bonne équipe de séries éliminatoires parce que le Lightning de Tampa Bay est une équipe hyper performante avec beaucoup de talent. Donc bref, il y a du positif pour les Islanders, mais je pense que l'avenir est maintenant de leur côté à eux. Donc, il va falloir qu'éventuellement ils se rendent en finale. Mais tu sais, c'est dur de demander à une équipe de. Ils se rendent en demi-finale, bout de vierge. C'est pas mauvais, là. Mais en tout cas, éventuellement, s'ils veulent gagner une coupe, il va bien falloir qu'ils se rendent en finale. Là. Fait que. On a rajouté du leadership dans cette équipe-là. Lou Lamoriello semble croire que c'est ça qui va permettre à l'équipe de passer en finale de la coupe et de gagner une coupe Stanley. C'est le leadership. Alors, on a quand même, tu sais, on a un Andersley, on a un Zach Parise, Palmieri, on a Zdeno Chara, c'est des gars qui ont du leadership. Andy Green aussi a du leadership. Alors, on a quand même un bon corps de leadership au travers de cette équipe-là. Alors, on revient avec l'entraîneur Barry Trotz, qui est un entraîneur qui a gagné la confiance au travers de la LNH. Fait que c'est un gars qu'on respecte beaucoup. Là, Mariello, le DG. En 2019-2020, 68 matchs, 35 victoires, 23 défaites, 10 défaites en prolongation. Ça fait 33 défaites au total pour 35 victoires. Fait que, on est aux alentours de 500. On a 80 points, mais cette équipe-là s'est rendue quand même en demi-finale de la Coupe Stanley grâce à ses 35 victoires, 33 défaites. L'année passée, en 2021, on parle de 32 victoires, 17 défaites, 7 défaites en prolongation, donc 32 victoires pour 24 défaites, un peu mieux quand même, on va se le dire. 71 points, mais on a été quatrième dans notre division. Fait qu'on a rentré quand même short en séries éliminatoires, puis finalement, on s'est rendu en demi-finale contre le Lightning de Tampa Bay. Fait honnêtement, bonne équipe, bonne équipe. Force est d'admettre, par contre, que c'est une équipe qui a besoin d'un petit quelque chose de plus au niveau de la production offensive. Voilà. L'année passée, en saison régulière, on parle de 2,71 en termes de moyenne de buts marqués, mais il faut mentionner qu'un gars comme Andersley aurait pu aider beaucoup au niveau des buts. C'est un bon buteur, puis il a joué uniquement 27 matchs à cause d'une blessure. Ça, c'est quelque chose qui a fait du mal quand même à l'organisation. On a perdu aussi Jordan Eberle. Jordan Eberle qui avait connu une saison parfois bonne, parfois mauvaise. Donc on va dire coup-ci, coup-ça. Eberle qui est rendu avec le Kraken de Seattle. Fait qu'on a eu une coupe de saison coup-ci, coup-ça. Barzal qui ne ressemble pas nécessairement à sa première année LNH. Donc au niveau de la production offensive, c'est quelque chose qui va être à corriger encore une fois cette année parce qu'on peine à compter des buts malheureusement. Mais avec une moyenne de buts encaissés de 2,23, le style de jeu, du système défensif de Barry Trotz est exceptionnel. On parle de la deuxième meilleure défensive de la Ligue. Ça, les Golden Knights ont fait mieux en termes de moyenne de buts accordés à 2,23. Mais ayant un style de jeu qui est un style de jeu solide défensivement, avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, parce que le plus jeune dans le lot ici, c'est Noah Dobson. C'est des joueurs qui sont soit fin vingtaine, puis sinon début trentaine.
On a des gars d'expérience et ça permet à des gardiens d'avoir des bonnes statistiques. Parce que je veux pas, quand le jeu est serré en avant, ça aide les statistiques individuelles des gardiens. Fait que, tu sais, on a connu des très bonnes saisons pour les deux gardiens du côté des Islanders de New York, mais c'est en grande partie grâce au système de jeu qui est en avant d'eux autres. Un avantage numérique à 18,80, c'est vraiment pas terrible. On parle peut-être aux alentours d'une 20e position dans la ligue dans ces eaux-là. Un désavantage numérique à 83,7, ça c'est très bon. On parle du 6e meilleur désavantage numérique de la ligue. Fait qu'on voit que le style de jeu défensif est leur force, leur style de jeu offensif est une faiblesse. Par contre, on a quand même une production qui est diversifiée du côté des Islanders. Il y a plusieurs joueurs qui, en termes de buts, sont aux alentours de... On en a un à 18, mais on en a qui sont à 17, à 16, à 15. Fait qu'on a quand même une belle répartition de la production offensive du côté des Islanders. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On parle de profondeur ici. C'est quelque chose qui est intéressant chez les Islanders. C'est pas nécessairement juste la première ligne qui va faire beaucoup de points ou, exemple, les deux premiers centres comme à Edmonton. Fait que ça, c'est quand même intéressant, mais il faut qu'on en amène un peu plus. Puis je pense pas qu'avec les ajouts qu'on a faits en Chara Parise, qu'on va en amener un petit peu plus. Par contre, si on mise sur des gars en santé comme Andersley, si on mise sur, mettons, une progression d'un certain Lundstrom ou sinon Barzal qui pourrait peut-être upgrader un petit peu au niveau de son style de jeu offensif, à ce moment-là, on a des gars comme Bailey's, Bouvillier qui peuvent suivre au niveau statistique. Puis, Bailey's, Bouvillier, c'est des gars qui sont capables de compter aussi. Là. Fait que bref, c'est une équipe qui pourrait faire mieux offensivement et qui devrait faire mieux offensivement, mais défensivement irréprochable. 4e dans la division, on est 12e dans la ligue. On a été éliminé en demi-finale contre le Lightning de Tampa Bay en 7. C'est la seule équipe qui s'est rendue en 7 contre le Lightning de Tampa Bay cette année. Le meilleur en termes de buts aurait été Brock Nelson avec 18 buts, mais comme je vous dis, il y a plusieurs joueurs qui sont à comme 17, 16, 15. Fait qu'on a une belle répartition au niveau des buts chez les Islanders de New York. Le meilleur en termes de points aurait été Matthew Barzal avec 45 points. Le suivant va être Bailey's avec 35. Mais Bailey, lui, 35-45, on a quand même une différence de 10 points. Fait que Barzal est quand même assez confortable d'avance en termes de production offensive. Par contre, au niveau des buts, c'est bien réparti. Le meilleur défenseur à caractère offensif l'année passée aurait été Nick Leddy en 56 matchs, 31 points, moins 3. Il a été échangé aux Red Wings de Détroit, donc il ne sera pas de retour cette année. Et ça, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on n'a pas vraiment de défenseur à caractère offensif du côté des Islanders de New York. Dans le cas de Pollock, au niveau de sa production offensive, ça a été très décevant l'année passée, 17 points en 56 matchs. Donc là, on a besoin que Noah Dobson... Avec Dobson, on fait les choses très lentement du côté des Islanders. Là, fait on veut vraiment pas sauter aucune étape avec lui. On y va une étape à la fois. Mais là, on est peut-être rendu au temps où il va devoir jouer dans notre top 4 puis jouer en avantage numérique parce que c'est un défenseur à caractère offensif qui est jeune, qui a montré quand même certaines belles choses. Sa progression, elle est lente, mais il y a une progression. Fait que c'est un gars qui va devoir montrer plus de choses offensivement et Pollock aussi qui va devoir montrer plus de choses offensivement en l'absence de Nick Leddy, ça c'est sûr et certain. Au niveau des espoirs, je vous ai mis 2 espoirs, mais je vais être honnête avec vous. Comme je vous ai dit, c'est du côté des Islanders de New York, Lula Mariello et Barry Trotz croient beaucoup à l'idée des joueurs d'expérience, ce qui fait que c'est difficile pour des jeunes de rentrer dans la ligue. Il y a des gars, honnêtement, que ça a pris du temps avant qu'on devienne des LNH. Je pense à un gars comme... justement, Noah Dobson, ça fait quand même, puis c'est un très bon prospect en termes de défenseur offensif Dobson, puis on prend notre temps avec lui. Mayfield aussi, que ça a été long avant qu'il rentre dans la ligue, puis là, je vais vous parler de Sébastien Aho, 25 ans, il commence à voir la lumière au bout du tunnel. Fait on croit à cette mentalité-là qu'il faut prendre le temps avec les joueurs, puis des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les joueurs d'accepter de jouer plus longtemps en Europe ou dans la Ligue américaine. Fait que bref, je vous ai mis ces 2 joueurs-là. Je vous dis pas nécessairement que c'est sûr qu'ils vont jouer cette année, par contre, mais bon. On a Simon Holmstrom. Simon Holmstrom, un ailier droit de 20 ans, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. En 24 matchs, il a 4 buts, 3 passes pour 7 points. C'est un buteur essentiellement, puis honnêtement, ça a été difficile de s'adapter à la Ligue américaine dans son cas à lui. Je pense pas qu'il va jouer à LNH cette année, mais il devrait être un des meilleurs attaquants. Je pense que c'est Binghamton, quelque chose en même. En tout cas, dans l'équipe de la Ligue américaine, il devrait être un des meilleurs attaquants de l'équipe dans la Ligue américaine s'il continue au niveau d'une certaine progression. Parce que pour l'instant, 7 points en 24 matchs, c'est pas glorieux, mais quand même, on parle de 4 buts. Fait on espère qu'il progresse bien. Je pense pas qu'il va être LNH cette année. Dans le cas de Sébastien Aho, un défenseur de 25 ans, on est rendu à la mi-vingtaine. Comme je vous dis, on prend notre temps avec ces joueurs-là. Il a joué un petit peu dans la LNH l'année passée. 3 matchs, 1 but, 1 passe pour 2 points, ce qui est quand même très bon au niveau de sa production offensive. Dans le cas de Sébastien Aho, lui, il a joué dans la Ligue américaine en 2019-2020, en 2018-19 aussi, il jouait dans la Ligue américaine. On parle de 49 matchs, 30 points. Fait que c'est quand même un bon défenseur. C'est un bon défenseur assez costaud.
qui n'est pas nécessairement connu pour son jeu physique, mais quand même qui est assez costaud, qui a une production offensive intéressante au niveau de la Ligue américaine. Fait que c'est un gars qui pourrait aider, vu qu'on a perdu Nick Lady. C'est un défenseur qui pourrait être un défenseur qui appuierait l'attaque. 2 points en 3 matchs, il ne gardera pas cette cadence-là, c'est sûr et certain. Mais c'est un gars qui pourrait peut-être faire le saut LNH cette année, sinon, ben, encore Ligue américaine pour lui. Mais l'année passée, je pense qu'il n'a pas joué un match Ligue américaine. Il me semble qu'il a joué juste 3 matchs Ligue nationale, puis c'est tout. Alors, voici ici mon alignement tel que moi je le vois. Donc, on s'entend que c'est pas nécessairement de quoi aura l'air l'alignement des Islanders de New York cette année. Mais moi, je le projette comme ça. Je vous propose ça comme alignement. Alors, en termes de première ligne, j'y vais avec Lee, qui, s'il joue une saison complète, dans son cas, Lee, 19 points en 27 matchs l'année passée. C'est un bon buteur, puis c'est un gars qui est un bon leader aussi. Fait que c'est intéressant de le faire jouer avec le jeune Matthew Barzal. Barzal, 45 points en 55 matchs l'année passée. Il aura été le meilleur pointeur de l'équipe, mais il reste que c'est un gars qu'on s'attend à ce qu'il fasse peut-être plus que du 45 en 55. Là. Un gars qui va voisiner peut-être plus là, 1 point par match, ou du moins c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on a besoin de plus de production offensive. Et ce gars-là est capable de faire produire autant Anders Lee, autant Josh Bailey. 35 points en 54 matchs l'année passée. Fait qu'on entoure bien notre jeune Barzal ici avec 2 gars d'expérience qui ont du leadership. C'est intéressant pour développer notre joueur de centre numéro 1, même s'il a un très jeune âge, il est bien encadré. Ensuite de ça, au niveau de la deuxième ligne, on y va avec Anthony Beauvillier, 28 points en 47 matchs l'année passée. C'est un gars qui, honnêtement, il est super intéressant. Puis c'est un gars qui, en séries éliminatoires, a bien fait. Fait que c'est un ailier qui est capable de compter des buts avec un bon gabarit. C'est un gars qui est... Au niveau des Islanders de New York, on a confiance en lui. Puis on a confiance en lui, entre autres, dans des missions, des fois, qui sont des missions un peu plus touchées. Fait que bref, c'est un gars qui est un gars à suivre au niveau des Islanders. Brock Nelson, en termes de deuxième centre, 33 points en 56 matchs l'année passée. Ça ressemble un peu à la production de Pajot, mais je pense que Nelson est peut-être un petit peu plus supérieur au niveau offensif que peut l'être Jean-Gabriel Pajot. Sans rien enlever à Jean-Gabriel Pajot, c'est un petit joueur qui est très rapide et très intelligent défensivement. Et je le fais jouer avec le vétéran Palmieri, lui 21 points, 51 matchs. Dans le cas de Palmieri, c'est un gars qu'on a acquis en fin de saison l'année passée avec Travis Zajac d'ailleurs, qui a pris sa retraite, si je ne me trompe pas, Zajac, mais en tout cas qu'on n'a pas renouvelé ici avec les Islanders. On voulait rajouter du leadership dans cette organisation-là. Fait quand on a été chercher Palmieri, c'était entre autres ça. On voulait un gars qui est capable de marquer en séries éliminatoires. C'est un gars qui a réussi à se démarquer d'ailleurs en séries éliminatoires. On avait besoin de ce genre de leadership-là parce qu'on est une équipe de série. On veut des leaders qui vont faire qu'on va se démarquer en séries éliminatoires. Si vous regardez du côté du Canadien de Montréal, là, je pense qu'on ne peut pas négliger l'impact qu'a eu un gars comme Corey Perry. C'est un leader, le gars, puis c'est un leader d'expérience. Fait que peut-être qu'il n'a pas eu des points à tous les matchs, mais c'est le genre de gars qu'on aime avoir dans notre équipe quand on est en série, parce que ces gars-là ne perdent pas espoir. Ils savent que même s'il y a de l'adversité, on peut quand même y arriver. Fait que bref, c'est un gars qui a été acquis surtout par rapport à ça. Donc, dans des moments importants, de montrer son leadership. Puis il l'a amené avec les Islanders. Il a la confiance de Barry Trotz, j'en suis convaincu. On a acquis Zach Parise. Lui, c'est 18 points en 45 matchs l'année passée. J'étais un peu surpris dans son cas à lui. Il a quand même 37 ans. Zach Parise faisait des années et des années qu'il jouait avec le Wild du Minnesota. Le Wild ont décidé de faire une petite cure jeunesse dans leur cas. Là, quand ils ont vu qu'Eric Kaprizov arriver, ils ont fait comme ah bon, ben, il y a de l'espoir avec la jeunesse. On va arrêter de miser sur l'expérience. Fait que, bref, Zach Parise, c'est un gars qu'on acquiert du côté des Islanders en partie parce qu'il a du leadership et beaucoup d'expérience. Encore là, c'est un gars qu'on a acquis pour les séries éliminatoires. C'est la même chose avec Palmieri, c'est un gars qui est là pour les séries éliminatoires. On fait jouer ça avec Jean-Gabriel Pajot, 28 points en 54 matchs l'année passée. Une saison coup-ci coup-ça au niveau de sa production offensive. Mais il reste que c'est un gars qui a un très bon vibe. Puis que, honnêtement, c'est une bonne boule d'énergie pour l'équipe, pour motiver l'équipe à avancer. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis c'est un gars qui a peur de rien. Hein? Lui, franchement, là. L'année passée, là, je me souviens qu'il provoquait Chara et Tom Wilson. Les deux sont immenses à côté de lui. Là, lui, il s'en fout. Il est tout petit. Fait que c'est vraiment une belle boule d'énergie pour cette équipe-là. Puis au niveau de la dynamique de ton équipe, c'est super intéressant de l'avoir. Et par la suite, on va faire jouer ici Wallstrom. Wallstrom, c'est 21 points en 44 matchs l'année passée, mais c'était sa première saison professionnelle. Fait que c'est quand même intéressant. On parle d'un gars qui a fait aux alentours de 1 point par 2 matchs pour sa première saison professionnelle. Fait que si advienne qu'il connaît une progression cette année, il va être au niveau offensif intéressant, ce gars-là, ce jeune-là. À ce moment-là, on pourrait peut-être descendre par Mary sur le 3e trio et faire jouer Armstrong sur mon 2e.
de manière à ce qu'on ait une production offensive plus intéressante dans notre top 6. Parce que c'est un jeune qui a quand même surpris, on ne dit pas une grosse surprise, mais il a quand même surpris au niveau de sa première année à LNH. On semble avoir confiance en lui du côté de Barry Trotz, fait que c'est un gars qui devrait être à suivre du côté des Islanders à la production offensive. Par la suite, en termes de quatrième ligne, ben là, on a Martin, c'est 11 points en 54 matchs, Cizikas, 14 points en 56 matchs et Clutterbuck, 11 points en 50 matchs. On a aussi Leo Komarov qui pourrait être intéressant. C'est des joueurs qui sont des joueurs essentiellement d'énergie, c'est des joueurs qui apportent une grosse dynamique physique, puis ça, c'est quelque chose qui fait du bien au moral de l'équipe d'avoir des gars qui sont prêts de bloquer des tirs puis qui sont capables de ramasser les gars dans les bandes. Fait que bref, c'est à peu près le genre de jeu qu'on s'attend là, de la quatrième ligne des Islanders, mais ça fait des années qu'on dit qu'ils ont une des meilleures quatrième lignes de toute la Ligue nationale. Fait que c'est pas mauvais comme genre de recette. Et nous avons Panic qu'on a acquis pendant la saison morte que je scratch avec Komarov. Au niveau des défenseurs, il y a un move que j'ai fait que je suis pas 100% à l'aise avec, mais j'avais pas vraiment une très belle option selon moi. Fait que bref, on y va. Pelech que je fais jouer sur ma première paire, c'est 14 points en 56 matchs l'année passée avec Pollock, 17 points en 56 matchs l'année passée. Décevant au niveau de la production offensive pour Pollock. C'est un gars qu'on s'attend à plus au niveau de la production offensive, puis surtout là avec le départ de Nick Lady, ça va être super important que ce genre de gars-là produise plus au niveau offensif. C'est des défenseurs qu'on connaît bien et qu'on aime bien avec les Islanders. On a des gars qui sont des gars responsables défensivement, abstraction faite peut-être de Noah Dobson, mais sinon de manière générale, c'est des gars qui sont responsables défensivement. Fait que c'est pas nécessairement une première paire d'élite, mais c'est une bonne defensive squad. C'est une bonne... c'est un bon groupe de défenseurs pour bien défendre ta cage. En termes de deuxième paire, j'ai été avec le vétéran Zdeno Chara, 44 ans pour Chara. 10 points en 55 matchs l'année passée, que je fais jouer avec le jeune Noah Dobson, 14 points en 46 matchs l'année passée. La raison est en soi fort simple. Dobson, je veux qu'il ait un petit peu plus de liberté. Je veux qu'il soit capable de se porter à l'attaque. Je veux qu'il soit capable de provoquer des choses offensivement. Fait que même si Chara est lent, c'est quand même un gros bonhomme qui a beaucoup de leadership et qui est capable de lire le jeu. Je pense que ça peut être intéressant qu'un gars qui a autant de leadership joue avec le jeune Noah Dobson. Surtout que c'est un gars qui a été repêché par les Islanders de New York. Pour lui, c'est un peu comme le retour à. Fait que je trouve ça intéressant de le faire jouer avec Noah Dobson. Dans le cas présent, c'est parce que Dobson, moi je veux qu'il soit dans mon top 4 parce que je sais qu'il peut provoquer des choses offensivement. Si Pollock au niveau offensif est encore décevant cette année, j'aimerais ça que Dobson ait un peu plus de chance. Fait qu'il me le faut dans mon top 4. Je vois pas du tout Noah Dobson jouer avec Andy Green. Andy Green a quand même 38 ans, ça se pourrait. C'est un gars qui a quand même du leadership dans le cas d'Andy Green. Mais le leadership de Chara est beaucoup plus connu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais le voir avec le jeune Noah Dobson. Sauf qu'on pourrait utiliser Andy Green avec Noah Dobson aussi. Peut-être qu'il est un petit peu plus mobile, malgré qu'il a un certain âge. Il est plus mobile que Zdeno Chara, fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Andy Green, lui, c'est 5 points 55 matchs l'année passée. Faut pas trop vous fier à la production offensive de Chara versus Andy Green. Là. Chara a peut-être 10 points en 55, puis Green 5 en 55. Mais Chara joue avec les Capitals de Washington qui ont une moyenne de buts marqués plus élevée que les Islanders de New York. Fait que c'est un peu normal que ses statistiques offensives soient supérieures à celles d'un gars comme Andy Green. Et par la suite, on y va avec Scott Mayfield sur ma troisième paire. Scott Mayfield, c'est un gros défenseur physique. Il a 15 points en 56 matchs, un défenseur essentiellement défensif. Thomas Hickey et Sébastien Aho, que je vous ai parlé tantôt, comme mes scratchs au niveau des défenseurs. Au niveau des gardiens de but, ben ça, il n'y a absolument aucun point d'interrogation. On sait qui sont nos gardiens de but. On va essayer de miser pour un tandem majoritairement Varlamov, comme on a fait l'année passée. On prend notre temps pour bien développer Sorokin, qui est un jeune gardien de but, qui est notre gardien de but d'avenir du côté des Islanders de New York. Puis ça donne que c'est deux Russes, fait qu'ils se comprennent très bien, ils se parlent, ils ont une bonne relation les deux ensemble. Fait que ça, c'est intéressant. Varlamov, lui, c'est 36 matchs l'année passée, 2.04, 929 d'efficacité. Très, très bonne saison au niveau de son efficacité, mais c'est ça, ils ont un style de jeu qui est défensif, ça a l'avantage des statistiques individuelles des gardiens de but, ça c'est sûr et certain. Et par la suite, on a Ilya Sorokin, 22 matchs, 2.17, 918. Nos deux gardiens de but sont à 915 et plus d'efficacité, c'est excellent. On a un très très bon tandem de gardiens de but du côté des Islanders. Puis ça fit bien avec notre brigade défensive. Le seul point qu'on a, c'est que on a des attaquants qui sont capables de bloquer des tirs, on le sait, mais il y en a là-dedans qui sont capables de compter des buts. Et c'est eux autres qu'il faut qu'on shake puis qu'on réussisse à réveiller pour la saison prochaine. Parce que autant de moyenne de buts marqués de 2.71 ou un avantage numérique à 18.80, c'est pas très bon. Faut qu'on améliore ça en saison régulière. Mais il reste que c'est une équipe qui est bâtie pour les séries éliminatoires. Fait que fort probablement que l'année prochaine, ou du moins l'année qui s'en vient, c'est une équipe qui va encore entrer en séries éliminatoires. Peut-être pas dans le top des divisions, peut-être plus en milieu de peloton. Mais c'est une équipe qui est capable de prouver de très belles choses en séries éliminatoires. La perte de Nick Lady me fait un peu peur au niveau, parce que déjà l'avantage numérique Rochet, ça me fait un peu peur. Mais si jamais il advienne qu'un Ryan Pollock se reprend en main au niveau de sa production offensive, ou qu'un Noah Dobson se développe très bien, puis qu'au lieu de me faire 14 points en 46 matchs,
Mettons qu'il va aller chercher une saison qui serait plus aux alentours de 25 points en 46 matchs. Je ne sais pas combien ça donne en termes de ratio, mais s'il double sa production, sa cadence, ben, peut-être avec plus de temps de glace, il va réussir à le faire. Ben, à ce moment-là, ça l'aiderait l'avantage numérique des Islanders de New York. Mais c'est une équipe, d'après moi, qui devrait faire les séries, pas dans le top de la division, puis sinon pas dans le top de l'association non plus. Puis sinon, qui est bâti pour les séries, donc qui peut aller loin en séries éliminatoires. Alors, c'est ça pour ce qui est de mon preview 2021-22 des Islanders de New York. Vous, quelle est votre opinion? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Est-ce qu'on a une bonne équipe? Est-ce qu'on a trop de joueurs vétérans dans cette organisation-là? Est-ce que c'est juste parfait au niveau du mélange? Core, leadership, jeunesse, grande jambe? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime. On partage la vidéo également pour qu'il y ait un maximum de gens qui jasent de hockey avec nous. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews LNH qui s'en viennent très prochainement. Sur ce, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit prochainement. Peace out!